Vamos, vamos, Germaine a réveillé tous nos corps, on ne peut pas se rasseoir. Vamos a proseguir. Nuncio. Bueno, empiezo yo. Vamos a proseguir para finalizar con nuestra última conferencia. Como bien sabéis y lo demostraremos en estas conclusiones, ¿no? Este proyecto nace de una utopía, este proyecto nace de esa utopía que lanza realmente el promotor de este proyecto, que es Miguel Ángel Moratinos, y a quien echamos sin duda mucho de menos en esta edición para nosotros tan particular. Una utopía que era convertir durante unos días esta isla, San Luis, pero también Menorca, como esa cita internacional de referencia del pensamiento crítico, convertirle en lo que él quiso llamar un Davos cultural, ¿no? En ese contrapeso del pensamiento económico que de alguna manera domina plenamente nuestras vidas y la necesidad de construir juntos un pensamiento del entre dos, un pensamiento del mediodía, en camusiano un pensamiento del sur que contraponga a ese pensamiento económico. Por eso queríamos acabar esta jornada que cierra, que clausura estas Trovadas 2021, para reflexionar en torno a esa necesidad, de esas verdades de la utopía, y para eso quise desde el principio que una de esas voces que nos podía aportar esos caminos de la utopía fueran a través de la voz del pensar de Nuccio Ordine, ya que hay un enlace perfecto con lo que hemos presenciado esta tarde, ¿no? Nos han hablado estas dos grandes mujeres de la necesidad de esa educación, de esa transmisión, y sin duda el trabajo de Nuccio está exactamente en esa línea, ¿no? La importancia de la educación, de los valores que se salen de ese pensamiento económico, de ese pensamiento considerado inútil, y la necesaria utilidad de la cultura de foros, sin duda, como estos. Os dejo con Nuccio. Bonsoir. Donc, vous pouvez comprendre mon désespoir. Parce que prendre la parole après ce qu'on a vu tout à l'heure est vraiment difficile et frustrant. Mais je vous demande de m'excuser dès le début si je ne serai pas à la hauteur. Et merci à Sandra pour cette invitation. Et si je suis là, je le dois aussi à Carlos, qui a eu un dialogue compliqué, difficile et impossible avec les autorités sanitaires d'Espagne pour me faire un laisse-passer pour venir ici. Donc, je voudrais cibler mon exposé sur un sujet bien précis, la relation maître-élève et bien sûr le rôle de l'école et de l'enseignement dans la société. Et je voudrais le faire à partir de quelques très belles pages qu'Albert Camus nous a offertes. Je pense bien sûr au Premier homme, le roman inachevé, dont Anne a déjà parlé hier, et roman, comme vous savez, qui est resté inachevé à cause de l'accident en 1960 et publié en 1994, 34 ans après sa mort. Le deuxième point, ça sera la célèbre lettre adressée à son instituteur, Louis Germain. Et donc, je vois la coïncidence parce que Germaine, tout à l'heure, nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon maître. Hein? L'expérience que nous avons vue dans cette école de danse. Et la lettre que lui adresse 2 ans après, en 1959, le même Louis Germain. Et troisième point,
le discours qu'Albert Camus a tenu au Rassemblement démocratique révolutionnaire RDR, fondé par Sartre, Rousseau et les autres, et publié en 1948, Le témoin de la liberté, c'est-à-dire la conférence d'où vient la célèbre phrase « Il n'y a pas de vie sans dialogue ». Mais avant de réfléchir sur les textes de Camus, je voudrais partir d'une prophétique page d'un roman de Charles Dickens, Temps difficile, un roman publié en 1854. Je dis prophétique parce que vous savez que la littérature, comme les autres arts que injustement notre société estime inutiles, comme la musique, la danse, la philosophie, l'art, sont prophétiques. Dans ce roman s'entrevoient, à mon avis, déjà les dangers issus d'une conception utilitariste et mercantiliste de l'éducation. Nous sommes à Coketown, une ville industrielle, au Royaume-Uni. C'est une cité où comptent seulement l'effet, l'argent, la production, le marché. Sont des mots qui rassemblent beaucoup à notre contemporanéité. Une cité dont tous les habitants accomplissent les mêmes gestes et font les mêmes choses. Je vais vous lire ce passage. Du fait, partout du fait dans l'aspect matériel de la ville. Du fait, partout dans son aspect immatériel. L'école n'était que fait. L'école de dessin industriel n'était que fait. Et il n'y avait que des faits entre la maternité et le cimetière. Et tout ce qui ne pouvait s'évaluer en chiffres, tout ce qui ne pouvait s'acheter au plus bas et se revendre au plus haut n'existait pas et ne devait jamais exister dans les siècles des siècles. Amen. C'est magnifique, on n'a pas besoin d'un commentaire, un passage comme ça. Nous allons fermer les yeux et voir notre présent. Mais il y a plus, je cite, « gens également semblables les uns aux autres, qui tous sortaient et rentraient aux mêmes heures, marchant du même pas sur le même trottoir pour aller faire le même travail et pour qui chaque journée était semblable à celle de la vieille et à celle du lendemain. » Donc, cette description de Dickens, pour moi, nous montre un contexte dominé par l'uniformisation et l'aliénation. Même l'école doit se plier aux intérêts du marché et du profit. Les propos du gros banquier Bounderby, qui est le gros personnage du roman de Dickens, et du pédagogue Gradgrind reflètent parfaitement les lignes directrices d'une éducation visant à combattre tout ce qui s'oppose à la matérialité des faits et à la production, hostile à un enseignement ouvert à la curiositas, à l'imagination, au sentiment. Gradgrind, ce personnage horrible, est représenté, je cite, avec une règle et une balance et la table de multiplication toujours dans la poche. Pour lui, l'éducation et la vie se réduisent à une pure, je cite, affaire de chiffres, à un simple calcul arithmétique. Les élèves, dans ce contexte, sont considérés comme, je cite, des petits pichets assis devant lui et qui allaient si bien être remplis de faits. Or, cette description prémonitoire est aujourd'hui devenue malheureusement une réalité. Depuis de nombreuses années à présent, les paramètres internationaux de l'éducation sont conditionnés toujours davantage par les directrices de certaines agences transnationales, publiques et privées, dont la finance et le commerce sont la raison d'être. Alors, nous ne le savons pas, mais aux experts de la Banque mondiale,
de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Organisation mondiale du commerce, ces trois institutions, ces trois agences, revient la tâche d'indiquer les critères pertinents pour l'éducation et l'apprentissage dans les écoles de tous les États membres. La même logique est à l'œuvre dans les critères quantitatifs, qui déterminent les avis des concours et la distribution des financements pour les universités et la recherche scientifique. Ce matin, la collègue physicienne nous a montré l'importance de la recherche de base, qui est considérée inutile parce qu'elle ne produit pas tout de suite de l'argent. Eh bien, quels sont les mots-clés aujourd'hui? Rapidité, production, court terme, marché, monolinguisme, c'est-à-dire un anglais globish, comme on dit, qui doit substituer toutes les langues du monde. Le résultat de ces tendances, le fruit de cette pédagogie que j'appelle marchande, commence à être connu. Je vais vous raconter une histoire. En Italie, le dernier test auquel ont été soumis les élèves de l'école primaire. Donc, imaginez-vous Albert Camus, entre 7 et 9 ans. En 2018, je parle en 2018 en Italie, contenait les questions suivantes. Première question, j'aurai toujours assez d'argent pour vivre? Deuxième question, je réussirai à acheter les choses que je veux? Alors moi, je pense que poser des questions comme celle-là à des enfants entre 7 et 9 ans, c'est un crime que malheureusement ne suscite pas aucun scandale. J'ai écrit un article sur le Corriere della Sera, j'ai reçu beaucoup de lettres, mais je n'ai pas vu en prison les personnes qui ont eu le courage d'écrire ces choses-là et de les demander aux élèves. Le but de l'éducation, en parfait accord avec la religion du profit qui domine le monde entier, doit être de foisonner des futurs consommateurs. Nos élèves doivent être des futurs consommateurs. Les principes idéologiques défendus chez Dickens par le banquier Banderby et le pédagogue Gradgrind s'incarnent désormais dans un lexique emprunté exclusivement au monde de l'économie. Vous savez que les premiers 2 mots que les étudiants apprennent quand ils s'inscrivent à l'université, c'est crédit et débit. Alors, vous savez, le langage n'est jamais neutre. Si on appelle crédit et débit, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'éducation. Eh bien, dans toute l'école du monde, maintenant, on parle de ça. L'école moderne, l'école du futur, comme la pandémie malheureusement nous a fait comprendre, semble être assurée par les ordinateurs et la mise en réseau. La leçon magistrale, le professeur qui donne son cours aux élèves, est désormais considéré comme un outil obsolète auquel il faut substituer des spectaculaires logiciels didactiques multimédia. Nous sommes en train d'oublier qu'aucun ordinateur ne pourra jamais changer la vie d'un étudiant. Nous l'avons complètement oublié, ça. Et qu'au fil des siècles, que ce soit dans une petite cabane en Calabre ou en Afrique, ou dans un igloo au pôle Nord, ou dans une grande université européenne, il y a toujours un petit miracle. Il y a un bon professeur qui peut changer la vie d'un élève. Et je peux le dire parce que c'est un témoignage personnel. C'est pour ça que quand j'ai lu les pages d'Albert Camus, je suis là, il faut le dire, avec un faux passeport, parce que je ne suis pas un expert de Camus. Mais j'ai lu Camus en amateur, attiré par ses idées justement sur la relation maître-élève, mais bien sûr sur toute une série de choses qui ont touché aussi ma vie personnelle. Donc, seulement les bons professeurs, dans l'anonymat et la discrétion, ont réussi à changer
le destin de leurs élèves. Pour cette raison, je partage toujours avec mes étudiants, depuis une vingtaine d'années, la lettre qu'Albert Camus envoyée en 1957 à son instituteur du collège d'Alger, quelques jours après avoir reçu le prix Nobel. C'est singulier quand même. Un écrivain reçoit le prix Nobel. Et au moment où il reçoit la plus grande honneur qu'on puisse faire à un écrivain, qu'est-ce qu'il pense? À sa mère et à son instituteur de l'école primaire, Louis Germain. La collègue a lu la lettre, mais je pense qu'il faut la relire. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni cherché ni sollicité. Mais quand je n'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un des petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Je pense que cette lettre peut nous donner véritablement l'idée de ce que doit être le véritable enseignement, la véritable mission de l'enseignement, c'est-à-dire changer la vie des étudiants. Bien sûr, la mission, ce n'est pas de penser à nos étudiants comme des futurs prix Nobel. Camus a été une exception. Mais comme j'ai dit, chaque jour, dans chaque petit village du monde, il y a un professeur qui peut changer la vie de quelqu'un. Et ça, c'est très important. Un maître qui doit s'occuper de la formation, qui doit s'occuper du citoyen, qui doit s'occuper de former l'homme. Un maître qui croit que la fonction de l'éducation doit être celle d'offrir aux élèves le moyen pour apprendre à vivre, pour exercer la critique, pour comprendre les faux valeurs qui dominent à l'intérieur de notre société. Bien sûr, je ne vais pas faire aujourd'hui de l'école d'Alger un modèle. Non, ce n'est pas ça le but de mon discours. Je vais au contraire analyser comment Camus décrit son maître Louis Germain, ce maître singulier qui lui a changé la vie. Et donc, dans le premier homme, nous retrouvons des éléments qui nous aident à réfléchir sur le rôle très important qui peut avoir un maître dans la vie d'un élève. Jacques Cormery, vous le savez, vous l'avez plusieurs fois entendu, le personnage qui se rend à Alger pour reconnaître son passé, reconnaît que son instituteur, M. Bernard, et c'est curieux cette affaire parce que plusieurs fois dans le roman, c'est un roman inachevé bien sûr, mais c'est intéressant de voir que dans le chapitre dédié à l'école, 2 fois, 3 fois, à la place de mettre M. Bernard, Camus met directement Germain, M. Germain. Donc c'est singulier, c'est-à-dire il oublie que c'était le personnage et il le rend vivant. Je voudrais vous lire cette citation qui est très belle. Car M. Bernard, son instituteur de la classe du certificat d'études, avait pesé de tout son poids d'homme à un moment donné pour modifier le destin de cet enfant dont il avait la charge, et il l'avait modifié, en effet. Eh bien, le même rôle, le professeur qui change la vie,
est confirmée dans les pages initiales du roman. La visite que Jacques rend à M. Malan, qui habite dans la même ville où il y a son père au cimetière. Quand il va dans cette ville, il va rendre hommage à son père et à son professeur. Alors, le manuscrit nous révèle, entre parenthèses, les initiales JG. Donc, M. Malan, peut-être tout le monde pense que soit Jean Grenier, son professeur de philosophie au lycée d'Alger. Camus lui dédie L'Envers et l'Endroit, son premier livre en 1937, et L'Homme révolté en 1951. Jacques reconnaît que Malan lui avait ouvert toutes les portes des choses qu'il avait aimées dans sa vie. Je vais vous lire la citation. Parce que, continua Corméry, lorsque j'étais très jeune, très sot et très seul, vous vous souvenez à Alger, vous vous êtes tourné vers moi et vous m'avez ouvert, sans s'y paraître, les portes de tout ce que j'aime en ce monde. Jacques reconnaît que Malan lui a donné beaucoup, parce qu'il dit le fait d'être doué, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a encore une belle citation sur ce sujet, quand il dit « Je voulais vous dire seulement que je vous aime avec vos défauts. J'aime... » Non, alors, ce n'est pas ça la citation, excusez-moi. Et voilà, elle est là, elle est là. Donc, oh, vous êtes doué, certainement, mais au plus doué, il faut un initiateur. Celui qui la vie un jour met sur votre chemin, celui-là doit être pour toujours aimé et respecté, même s'il n'est pas responsable. C'est là, ma foi. Donc, Jacques Albert exprime sa foi, exprime sa gratitude vers le professeur qui a changé la vie. Oui, le rôle du maître doit changer la vie et en même temps doit aider à vivre. Et ici, dans un autre passage, il dit « Je voulais vous dire seulement que je vous aime avec vos défauts. J'aime ou je vénère peu d'êtres. Pour tout le reste, j'ai honte de mon indifférence. Mais ce que j'aime, rien, ni moi-même, ni surtout pas eux-mêmes, ne fera jamais que je cesse de les aimer. » Et donc, c'est une déclaration d'amour pour un être exceptionnel qui est le professeur. Donc, dans le chapitre dédié à l'école, Camus insiste sur l'importance de la relation maître-élève, sur l'importance du dialogue entre maître et élève. L'instituteur Bernard était un homme exceptionnel. Sa façon d'enseigner marquait la distance entre lui et les autres instituteurs. Monsieur Bernard ne pense pas que les élèves soient des petits pichets assis devant lui et qu'il fallait remplir, comme on a vu dans le passage de Dickens. Au contraire, non. Il nourrissait la faim de ses élèves à travers la curiosité et en respectant la diversité des élèves. Non, l'école ne leur fournissait pas seulement une évasion à la vie de famille. Dans la classe de M. Bernard du moins, elle nourrissait à eux une faim plus essentielle encore à l'enfant qu'à l'homme et qui est la faim de la découverte. Dans les autres classes, on leur apprenait sans doute beaucoup de choses, mais un peu comme on gave les oies. On leur présentait une nourriture toute faite en les priant de vouloir bien l'avaler. Dans la classe de M. Germain, pour la première fois, ils sentaient qu'ils existaient et qu'ils étaient l'objet de la plus haute considération. On les jugeait dignes
de découvrir le monde. Ça, c'est un autre thème du dialogue, c'est-à-dire un dialogue réel, authentique, doit reconnaître l'autre. Et le maître reconnaissait ses élèves. Le maître les voyait comme personne. Eh bien, il y a une autre citation, excusez-moi, parce que là, avec les pages, j'ai fait les photocopies à la dernière minute, donc où il dit « Et même leur maître ne se voulait pas seulement à leur apprendre, ne se vouait pas seulement à leur apprendre ce qu'il était payé pour leur enseigner, il les accueillit avec simplicité dans sa vie personnelle. Il la vivait avec eux, leur racontant son enfance et l'histoire d'enfants qu'il avait connue. En reconnaissant les élèves, le maître le faisait rentrer dans sa vie personnelle, donc il racontait sa vie, et donc ce dialogue humain où les élèves sont très importants pour le professeur et les professeurs sont très importants pour les élèves. Donc, Bernard ne gave pas les élèves comme on gave les oies. Aujourd'hui, vous savez, dans les écoles, on va former des poulets en batterie, prêts, comme on dit, pollo de engorde en espagnol, non, me parece, non? Et prêts pour le marché du travail. Bernard considère les élèves pas comme des clients, parce qu'aujourd'hui, les élèves sont des clients qui achètent les diplômes, les universités, des entreprises qui les vendent, comme les écoles. Non. Bernard considérait les élèves comme des êtres humains qui méritaient la plus grande attention du maître. Et donc, il ne fournit pas une nourriture toute faite, au contraire. Bernard, autre élément du dialogue, écouter, observer, se dédier totalement à ses élèves. Et donc, il y avait un dialogue qui passait aussi à travers le silence, à travers les regards, à travers les gestes. Donc, le dialogue ne passe pas seulement à travers la parole. On l'a démontré, notre ami, avec son école. Le corps, c'est pour ça quand on enseigne, non, aujourd'hui, avec la télématique, les professeurs perdent le contact avec les élèves. Moi, je regarde toujours mes élèves dans les yeux. Et quand j'étais jeune, et je voyais les yeux des élèves dans l'air qui regardaient, le soir, je rentrais à la maison, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai pas pu attirer l'attention de mes élèves? Il faut que je travaille plus. Parce que ce n'est pas seulement les élèves qui apprennent, mais ce sont les professeurs qui apprennent aussi des élèves. Bernard nous apprend que pour enseigner, et ça c'est un point comme on l'a vu, il faut accueillir dans sa propre vie personnelle les étudiants. Donc, enseigner, être professeur, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Et ça, c'est important parce que ça passe à travers les pages formidables de Camus. Donc, Bernard n'était pas dogmatique. Nous revenons au dialogue. Il était, par exemple, anticlérical, mais en même temps respectait la religion. Il condamnait tout ce que empêchait la discussion. Et dans la lettre qu'il adresse à Camus en 1959, il explique d'une façon claire tout ça. Je vais vous lire un petit passage. Avant de terminer, je vais te dire le mal que j'éprouve en tant qu'instituteur laïque devant les projets menaçants ourdis contre notre école. Je crois, durant toute ma carrière, avoir respecté ce qu'il y a de plus sacré dans l'enfant, le droit de chercher sa vérité. Le droit de chercher sa vérité. Aujourd'hui, la vérité est au contraire servie sur un plat et les élèves doivent être homologués à cette vérité du profit, de l'argent et du monde du marché. Je vous ai tous aimés et crois avoir fait tout mon possible pour ne pas manifester mes idées et peser ainsi sur votre jeune intelligence.
Lorsqu'il était question de Dieu, c'est dans le programme. Je disais que certains y croyaient, d'autres non, et que dans la plénitude de ses droits, chacun faisait ce qu'il voulait. De même, pour le chapitre des religions, je me bornais à indiquer celles qui existaient, auxquelles appartenaient ceux à qui cela plaisait. Pour être vrai, j'ajoutais qu'il y avait des personnes ne pratiquant aucune religion. Donc, comme vous voyez, dans la lettre, il est conscient de tout ça. Mais la chose plus importante, c'est que pour enseigner, et ça c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté dans mes livres, Bernard nous apprend que pour enseigner, il faut aimer les choses qu'on enseigne. C'est pour ça que le professeur n'est pas un métier. Si je n'aime pas la littérature, si je n'aime pas la danse, si je n'aime pas la philosophie, si je n'aime pas la musique, si ces choses-là ne font pas partie de ma vie à l'intérieur, parce que je les ai vécues en tant qu'homme, en tant que personne, c'est impossible de transmettre un savoir. Je peux transmettre les choses que j'aime à mes élèves. Et mon amour passera. Mais transmettre sans amour signifie ne transmettre rien aux élèves. Je vais vous lire ce passage. Il écoutait seulement avec tout son cœur, c'est Jacques, une histoire que son maître lisait avec tout son cœur. Donc, il faut enseigner avec le cœur, il faut enseigner avec amour. Aimer les choses qu'on enseigne et, comment dire, faire surgir à l'intérieur de soi-même cette passion signifie être un bon professeur. Max Scheler, en citant une phrase de Goethe, le dit clairement, la connaissance que nous pouvons transmettre est proportionnelle à l'amour que nous avons pour les choses que nous sommes en train d'enseigner. Plus j'ai d'amour, plus cet amour va passer dans les cœurs et fait vibrer les cordes de l'âme des étudiants. Camus, à travers l'expérience de Louis Germain et de Jean Grenier, nous fait comprendre qu'enseigner est une vocation qui va bien au-delà de l'enseignement en lui-même, et le dialogue humain entre le maître et l'élève, une interaction vitale pour l'un et pour l'autre. Et il y a des pages magnifiques dans ce roman, Le Premier Homme. Je dois dire que ce roman m'a beaucoup frappé parce que j'ai retrouvé une partie aussi de ma vie personnelle. Mais les pages très émouvantes quand Germain va parler avec la grand-mère du petit Albert. Parce que vous savez, à la fin de l'école primaire, Camus était destiné à aller travailler pour apporter de l'argent à la famille. Eh bien, Germain se rend compte que Albert était doué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux convaincre? Il attend la réponse de la famille et la grand-mère décide, non, tu dois aller travailler. Qu'est-ce que c'est cette histoire du lycée? Non, tu dois apporter de l'argent. Eh bien, Germain décide d'aller parler avec la grand-mère. C'est des pages magnifiques, c'est une scène magnifique. Et je voudrais vraiment m'attarder sur ces choses-là, mais je ne peux pas le faire. Et dans ce dialogue, je voudrais seulement vous donner la dernière partie. Parce qu'à un moment donné, la grand-mère dit, très bien, mais qui va préparer mon petit-fils pour faire l'examen? Germain dit, bon, je le préparerai moi-même pendant l'été. Et la grand-mère dit, mais vous savez, monsieur, moi, je ne peux pas vous payer. Regardez la réponse de Germain. La grand-mère, j'ai oublié, vous m'avez dit que vous donneriez des leçons supplémentaires à Jacques. Bien sûr, dit monsieur Bernard. Et il ne va pas s'amuser, croyez-moi. Mais nous ne pourrons pas vous payer. Monsieur Bernard l'a regardé attentivement. Il tenait Jacques par les épaules. Ne vous en faites pas. Et il secouait Jacques. Il m'a déjà payé. Il m'a payé avec son travail. Il m'a payé avec son amour. Il m'a payé avec les choses qu'il a apprises à l'école. Eh bien,
Je pourrais encore m'arrêter sur d'autres très belles pages, mais il faut revenir au petit essai qui a donné le titre à ce colloque, Le témoin de la liberté en 1948. Il est écrit « Il n'y a pas de vie sans dialogue ». Eh bien, nous le savons, là où il y a le dogmatisme et la pensée unique, il n'y a pas de dialogue. Donc, il n'y a pas de vie. Quand on veut unifier le monde entier au nom d'une théorie, au nom de l'argent, au nom du profit, il n'y a pas d'autre voie que de rendre ce monde aussi décharné, aveugle et sourd. Il n'est pas d'autre voie que de couper les racines même qu'attachent l'homme à la vie et l'homme à l'homme. Camus dit, ici on ne cherche pas l'unité, parce que l'unité est avant tout l'harmonie des contraires. Non, ici on cherche la totalité, et la totalité est l'écrasement des différences. Et nous savons, on l'a bien expliqué tout à l'heure, l'importance de la différence. Les différences sont la richesse de l'humanité. Ce n'est pas un obstacle, sont la richesse. Eh bien, le culte des chiffres et des mesures ont désormais pollué tous les aspects de l'éducation et de l'enseignement dans les écoles et dans les universités dans le monde entier. La logique computationnelle semble être devenue le moteur naturel d'une conception entrepreneuriale de l'éducation entièrement polarisée sur les prétendues exigences du marché. L'entreprise école, l'entreprise université vend les diplômes, tandis que les étudiants clients les achètent dans l'unique but d'obtenir un laissez-passer pour rentrer dans le monde du travail. Les écoles et les universités peuvent acquérir leur prestige par une série de classements internationaux où la valeur commerciale des établissements monte et descend à la manière des actions et des marchandises dans toutes les bourses du monde. L'évaluation ne se contente pas de mesurer, parce qu'on dit qu'il faut évaluer pour améliorer. Non, non, l'évaluation ne se contente pas de mesurer. Elle oriente la recherche et l'enseignement en leur indiquant la direction à suivre dans le futur. À la base de chaque choix est le business au centre. Vous savez, chaque année, je pose une question à mes élèves. Moi, j'ai choisi d'enseigner à la première année à l'université. Normalement, les professeurs d'un certain âge pensent que le master, c'est plus prestigieux. Non, je parle toujours aux élèves qui arrivent à la première année. Parce qu'il y a un philosophe italien, Giordano Bruno, qui raconte une histoire très belle. Il dit « La vie est comme une chemise. Non? Vous avez les boutons. Si vous mettez le premier bouton dans l'endroit erroné, tous les autres vont se mettre dans l'endroit erroné. Et alors, c'est pour ça qu'il faut prendre les élèves à la première année. Moi, j'ai fait ce choix. Je pose la question, pourquoi vous êtes venu à l'université? Vous vous êtes inscrit à l'université? Les étudiants sont étonnés parce qu'ils disent, professeur, pour prendre la maîtrise, pour prendre un diplôme. Alors, je pense que le travail aujourd'hui d'un bon professeur est de faire comprendre à ses élèves qu'il ne faut pas s'inscrire à l'université pour prendre une maîtrise. Il ne faut pas aller dans une école secondaire pour prendre un diplôme. Non, parce que la culture, le savoir, sert pour nous rendre meilleurs. Ça, c'est l'objectif principal, pour créer des femmes et des hommes libres, doués de sens critique, qu'aujourd'hui on a perdu à cause de ça. Eh bien, dans ce contexte où les élèves pensent qu'il faut étudier pour apprendre une profession et après gagner de l'argent dans le monde du marché, nous, on va corrompre les étudiants. Je dois vous dire, les étudiants, quand on parle de ces sujets-là, nous écoutent. Les étudiants s'émuent.
Et je peux vous garantir tout ça. Moi, j'enseigne dans une région très pauvre d'Italie, la Calabre, et j'ai choisi d'enseigner là-bas. C'est un choix, parce que sans l'université de Calabre, je n'aurais jamais fait l'université de ma vie. Donc c'est une dette que j'ai envers cette université, envers cette région qui m'a permis d'être ce que je suis. Eh bien, je vois que les élèves demandent des valeurs. Faire croire aux élèves qu'il faut étudier pour acquérir un titre, pour travailler et gagner de l'argent, c'est une misère immense. Une misère immense. Eh bien, le rapport maître-élève dans ce contexte dont je vous parle d'aujourd'hui est devenu très marginal. Je pense qu'il y a des professeurs dans cette salle qui enseignent dans les lycées, dans les universités. La vie d'un professeur est devenue la vie d'un bureaucrate. Il faut passer d'une réunion à l'autre, il faut remplir des dossiers, il faut participer au conseil de fac, au conseil de département, au conseil de doctorat, au conseil de tiers-mission, au conseil de X et Z. Mais la dernière des choses qu'on demande à un professeur est de faire de la recherche, de préparer ses cours et de parler à ses propres étudiants, comme Germain parlait à ses étudiants. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Mais semble-t-il qu'aujourd'hui, le système d'évaluation va dans cette direction. Donc, dans ce contexte, le page de Camus sur son maître, je vais terminer, nous aide à redécouvrir le rôle central de l'enseignement dans la formation des élèves, le rôle central du dialogue humain entre professeurs et élèves. Albert Camus, Jacques Cormery exprime un amour pour son professeur, un amour que beaucoup d'entre nous ont connu. Parce que quand on me demande, cet élève, dans certains conseils, cet élève a une attitude naturelle pour la philosophie, l'autre pour l'art, l'autre pour la littérature. Donc, comme si attitude naturelle signifie que dans mon ADN, j'ai la philosophie, l'histoire de l'art, la chimie, la mathématique. Non. Les élèves aiment les disciplines dont ils ont eu la fortune de rencontrer un professeur qui les a fait aimer, les disciplines. Et nous le savons, il faut fermer les yeux pour se rappeler du professeur qui m'a fait aimer l'histoire, la littérature, la philosophie. Et si je suis professeur de littérature, parce que j'ai trouvé des bons professeurs qui m'ont fait aimer la littérature, je n'avais pas la littérature dans l'ADN. Eh bien, Camus reconnaît tout ça, et c'est une dette encore dans le premier homme où il dit cet homme-là qui parlait aujourd'hui à son canari et qu'il appelait petit alors qu'il avait 40 ans, Jacques n'avait jamais cessé de l'aimer. Donc Jacques, essaye d'expliquer cette dette de gratitude envers son professeur. Et alors, ces pages nous font comprendre que le but de l'enseignement ne peut pas être l'acquisition d'un diplôme. Non. Le but de l'enseignement, et je voudrais utiliser ici une très belle métaphore d'une poésie de Cavafis, Ithaque. Cavafis réécrit d'une façon très intelligente le mythe d'Ulysse. Nous tous le connaissons. Mais Cavafis dit à son lecteur, attention, parce que l'important n'est pas arriver à Ithaque. Ce n'est pas ça. L'important, c'est de savoir reconnaître et vivre avec intensité l'expérience du voyage pour aller à Ithaque. C'est cette expérience-là qui nous rend meilleurs. Une fois que nous sommes arrivés à Ithaque, on n'a rien à apprendre. Une fois que j'ai le bout de papier de maîtrise, je n'ai rien si j'ai mal voyagé. Et c'est pour ça que l'école d'aujourd'hui et l'université, l'éducation en général, ne comprennent pas que ce n'est pas les chiffres. Cette université a licencié 3000 personnes, c'est une bonne université. Et après, le contenu, ces 3000 personnes, qu'est-ce qu'ils pensent, comme ils sont. À personne n'intéresse ça. Et ça, c'est le danger de tout ça.
Alors, cette poésie Ithaque, nous sommes ici en Espagne et il me faut rappeler un grand poète, Machado, qui parle d'une poésie dont j'ai retenu par cœur 2 vers qui m'ont beaucoup orienté dans ma vie. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino al andar. La chose qui compte est l'expérience du voyage que nous faisons. Donc c'est le moment pérennel, continu de ce voyage qui nous rend meilleurs. L'aventure de l'école et de la connaissance est précisément dans un mouvement pérennel, dans un mouvement qui ne change jamais, c'est-à-dire éternel. Donc il y a d'autres pages qu'il faudrait relire de Camus pour savoir que la possession de la vérité génère violence et empêche de la chercher. Parce que vous savez, Camus a écrit beaucoup sur ça. Quand tu penses de posséder la vérité, tu penses que aussi tu peux la imposer aux autres avec la violence. Parce que tu as raison. Et cette violence, c'est pour le bien de l'humanité. Camus a vu tout ça. Camus avait prévu le danger des trafiquants de vérité, des trafiquants de certitude. Aujourd'hui, sur Internet, dans le monde politique, il y a beaucoup de trafiquants de vérité et de certitude. Bien, encore une fois, qui présume de posséder la vérité n'a pas besoin de la chercher. Les ignorants ne cherchent pas la vérité parce qu'ils croient de la posséder. Et donc, le mouvement de l'école, le mouvement de l'enseignement, ce dialogue entre professeurs et élèves aide à éviter cette erreur. Camus disait, la collègue l'a cité hier, la pauvreté est une forteresse sans pont-levis. Eh bien, je peux dire, l'ignorance est une forteresse sans pont-levis, c'est-à-dire aucune relation entre l'antérieur des gens qui sont ignorants, il n'y a aucun dialogue possible. Et alors, je voudrais conclure en citant 2 petites choses. La première encore des vers de Machado. Machado écrit cette poésie très belle, je vous la lis dans mon mauvais espagnol. Tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela, la tuya, guárdatela. Viens conmigo a buscar la verdad. Viens avec moi à chercher la vérité. La tienne, tu peux la garder pour toi. Ça ne sert à rien, il faut la chercher ensemble. Eh bien, ce sont les mêmes mots que je voudrais conclure, avec lesquels Camus a conclu sa conférence, dont nous avons trouvé le titre de ces journées qui nous rattachent ensemble dans ces jours-là et autour de ce colloque. Donc, l'utopie de se battre. Parce que quand je parle de ces choses-là, de cette école, on me dit que je suis fou. Parce que je pense une école, je pense une vision de l'éducation, que dans un monde utilitariste comme le nôtre, ne pourra plus revenir. Non, j'ai un espoir. Je pense qu'il faut se battre pour ça. Et se battre parce que, aussi si notre société considère l'utopie comme dérisoire et vaine, la manière meilleure pour donner un sens très fort à notre vie est celle de se battre pour cette utopie si nous croyons à elle. Parce que l'autre chose que Camus nous enseigne, c'est cette coïncidence très forte entre notre pensée et notre manière de vivre. Si la philosophie, si la littérature, si notre pensée ne se transforme pas dans une manière de vivre, nous avons perdu la chance d'être des véritables hommes. Et donc, je vais vous lire ce passage où Camus sait bien que les choses qu'il a écrites dans cette conférence peuvent être critiquées. Et il imagine cette critique. Toute l'Europe d'aujourd'hui, dressée dans sa superbe,
leur cri que cette entreprise est dérisoire et vaine. Mais nous sommes tous au monde pour démontrer le contraire. Et le colloque et les journées que nous avons vécues ensemble ont eu cet esprit de démontrer exactement le contraire. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. No sé si queréis hacer alguna pregunta, anuncio. Estamos todos, el diálogo se instaura en el interior de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias, Nuncio. No, gracias a usted. Gracias. Super. Donc ça t'a plu? Oui, beaucoup. Bien. Parce qu'il y avait des passages au fond qui se croisaient. Parfaitement. Bien, ça, Grazie. Ouais. Très, très bien. Non, ça m'a permis un petit peu, parce que sinon j'aurais dû couper les citations. Elles sont ça, très belles. Très belle. Non, très ça marchait très bien. Et aussi, ces vers de Machado, tu as vu, sont très beaux. Si os parece, aunque estemos adelantados, ¿no? Yo creo que, si os parece bien, podemos a lo mejor proseguir y, por tanto, acercarnos a lo que serían estas conclusiones. Los que ya conocéis el proyecto, nos gusta, digamos, encontrar pues, una voz, digamos, de cierre, ¿no? que de alguna manera pues, nos ayude a hacer esa unión con todas las diferentes voces, ¿no? que hemos ido escuchando a lo largo de estos 2 días, voces que cada una lo que hemos buscado es que justamente construyan, ¿no? ese espacio de ligaduras, ¿no? ese espacio de encuentro y, al fin y al cabo, ese espacio de diálogo. Y hemos decidido, y normalmente no suelo justamente anunciar tampoco quién hace estas conclusiones, de alguna manera como un poco sorpresa, ¿no? Y esta edición, que como repito nuevamente, es una edición cargada, ¿no? de simbolismo por muchos elementos, por la dificultad de poner en marcha este proyecto este año, por la dificultad en la que estamos todos instalados y por, al fin y al cabo, como decía, el no habernos resignado todos ustedes y el estar con nosotros compartiendo estos 2 días, que hemos querido que estas conclusiones las hicieran primero, como he dicho antes, la persona que ha concebido este proyecto, un proyecto que al fin y al cabo luego hemos recogido otros, en este caso yo y el resto de mi equipo, para daros a todos ustedes, que es Miguel Ángel Moratinos, y que no está físicamente con nosotros, pero que va a estar ahora con nosotros de forma virtual. Y en esas conclusiones también a Agnès Piquel,
la que fue presidenta de los estudios camusianos y que de alguna manera también es pues, nuestra amiga camusiana, que gracias a mi profesor, has hablado de la educación y este proyecto estamos aquí porque yo tuve un profesor que es nuestro asesor científico, que es Michel Baguet, mi profesor de teatro del liceo, que me hizo descubrir Camus, que me hizo hacer el personaje de Victoria en el état de siège, y esta es la razón de estar aquí con todos vosotros. Por tanto, os dejo con las conclusiones de Agnès Piquel y de Miguel Ángel Moratinos. Bonjour Miguel. Ah, on n'entend pas Miguel. Vous m'entendez moi? Oui, oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très très bien. Je suis ravi. Eh ben, moi, non, pas moi, j'ai peur. Non, mais c'est lui qui m'a dit qu'il commençait. Pardon. Non, je dis que je suis ravi. Mais tu m'avais dit que tu dirais quelques mots, mais si tu veux que je commence tout de suite mes conclusions, j'y vais. Non, tu commences toi et après je... On fait comme ça. D'accord. Alors, Miguel ouvrira les perspectives. Je me ferai simplement le témoin de ces journées, mais qu'il est difficile de parler après les intensités que nous avons vécues. Ces troisièmes Trobades nous invitaient à réfléchir au dialogue à partir d'une phrase de Camus très simple, presque prosaïque. Il n'y a pas, c'est pas une belle formule, il n'y a pas de vie sans dialogue. Et pourtant, cette phrase a pris pour nous une profondeur étrange après les mois de pandémie, et plus encore au moment où des murs de méfiance et de haine s'érigent partout dans le monde, visibles ou invisibles. Mais par leur nature même, les Trobades sont en dialogue. Nous étions immergés dans notre propos. Certes, le Covid a exercé sa contrainte, donnant des sueurs froides aux organisateurs et nous privant de quelques présences réelles. Mais le bonheur de la rencontre, le désir de dialogue ont été plus forts que tout. Nous avons vécu le dialogue et perçu à quel point il nous tisse au plus profond, dans les mots et au-delà des mots. Et à quel point le dialogue empêche que le monde ne se défasse, pour reprendre une autre expression de Camus. Nous avons vécu le dialogue. À tout moment, il s'incarnait sur la scène, entre la scène et le public, dans les couloirs, dans la rue, et aussi à table et à l'hôtel, et jusqu'à aujourd'hui, où Germaine nous a fait tous danser. Je voudrais ici souligner le rôle irremplaçable des traducteurs dans cette circulation, et je voudrais qu'on les applaudisse parce que je les trouve admirables. Merci. De cet incessant dialogue incarné, je rappellerai seulement quelques moments forts avant de reprendre les expressions de fond. Quelques moments forts au fil des jours. J'avais pensé mentionner les nationalités pour rappeler combien toute la Méditerranée était présente à Minorque, avec sa passion, aux deux sens du mot, souffrance tragique et engagement courageux. Mais chaque intervenant a une identité multiple, complexifiée par son histoire. Alors je ne donnerai que quelques noms, mais mon propos englobe tous les intervenants qui, chacun sur son mode spécifique, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, esprit, cœur et corps,
généreusement mobilisés dans l'offrande. Offrande à ce public des Trobades, bienveillant et vibrant, généreux lui aussi. Je dirais donc, et que ceux qui ne se sentiront pas mentionnés ne se sentent pas oubliés, ils ne le sont pas, je dirais donc dans l'ordre des événements, et ce sont mes impressions, les visages des lauréats des prémices Méditerranis Albert Camus 2020, le philosophe Edgar Morin, le photographe Abdo Chanan, le duo très intense de Noah et Gilles d'Or, voix et guitare, ensemble tressés dans la complicité des regards et des sourires, la table ronde des trois femmes artistes parlant avec ferveur du rôle de l'art, l'échange grave et beau de deux artistes de part et d'autre de la déchirure entre Israël et la Palestine. C'était là. Les textes d'Albert Camus revisités avec finesse et bonheur, les poèmes vibrants de Nathalie, la philosophie vivante, généreuse, exigeante de Joseph, la danse d'Ami, mais Germaine en a si bien parlé, mais quand même, un corps en dialogue avec l'orage, avec le lieu, avec nous qui étions médusés par tant de puissance et de grâce. Et la danse de Germaine, l'initiatrice de cette magnifique aventure de la danse africaine. Germaine a incarné le dialogue dans son corps et dans ses mots qui disaient son histoire et sa foi dans la danse. Nous avons été comblés, émus. Sans cesse, nous désirions dire merci. Et je voudrais rassembler tous ces merci dans l'émerveillement de tout ce qui a été donné et reçu pendant ces 3 jours. Notre réflexion sur le dialogue en a déployé les modalités, les exigences, les richesses infinies et aussi les dévoiements et les échecs. Nous avons vu concrètement, à travers les textes, combien le dialogue est effectivement vital pour Camus, mais avec des nuances, des paradoxes, des limites douloureuses. Il y a dialogue là où l'on aurait pensé solitude chez lui. On peut repenser sur le mode musical, la dissonance de l'absurde et du désaccord. Camus a été conscient des fractures dans l'Algérie coloniale. Il a cherché des mots pour dire à la fois ces fractures et le désir de la fraternité devenu impossible. J'ai glané quelques expressions au fil des séances. C'est un peu dans le désordre, c'est un peu impressionniste, c'est une forme de bouquet. Ce n'est pas un propos construit, mais je les propose. Ouvrir l'espace, traverser le mur, mettre en circulation, ce qui implique sans cesse mouvement, recomposition. Dialoguer avec le monde, avec les éléments naturels. Mettre le présent en dialogue avec le passé et l'avenir. L'art, initiateur du dialogue, comme une étincelle, car il est lui-même dialogue du créateur et des créateurs entre eux. Nous en avons eu de beaux exemples et tout à l'heure encore, Germaine nous l'a montré avec ferveur. Dialogue implique persuasion, mais persuader n'est pas convaincre. Dans la persuasion, l'autre reste libre, ce qui implique déjà de se faire comprendre. Le dialogue implique les deux. Créer un espace qui laisse la place à la différence et la maintient, ne cherche pas à l'annuler. Le dialogue n'annule rien de la différence. On peut écouter ensemble le désaccord. On peut faire se rencontrer les monologues comme des récitatifs. Nous avons eu de belles métaphores musicales. Dialogue implique responsabilité, inclure l'autre en soi-même, reconnaître la douleur de l'autre comme la sienne, se laisser toucher, accepter d'être vulnérable. Une des formes silencieuses du dialogue, l'hospitalité, où l'autre est accueilli comme un égal dans sa différence et dans sa dignité. Le dialogue crée l'espace d'une fraternité à hauteur d'homme,
d'une solidarité des émus, j'ai beaucoup aimé cette expression, d'une conspiration qui n'est pas autre chose qu'une inspiration commune à travailler dans le même sens, à l'endroit de la blessure. Donc, travaillons ensemble à ouvrir partout où nous sommes des espaces de dialogue et de conspiration dans ce sens-là. Et puisque la danse a tant marqué ces troisièmes Trovades, n'oublions pas de danser aussi. Et Camus aurait tellement aimé cela. Merci, merci aux Trovades, à Sandra, à Miguel, à tous ceux, à Carlos, à tous ceux qui nous ont entourés, aidés, portés, qui ont permis tout cela. Merci pour tout ce que nous avons reçu dans ce magnifique dialogue. Miguel. Merci énormément, Agnès. Vous ne pouvez pas imaginer quand je me sens frustré, quand je me sens près et en même temps loin de ces Trovades qui me son tellement chères. Muchísimas gracias a todos desde el Levante lejano, desde Anatolia, desde Antalya. Les miro a mi querida isla de Menorca, a mi estimada ciudad de San Luis, a todos ustedes participantes en estas terceras jornadas, en estas terceras Trovades mediterráneas Albert Camus, y les mando un saludo porque desgraciadamente mis nuevas responsabilidades, como me imagino lo habrán explicado los organizadores, no me han permitido estar este año con todos ustedes. Tuve que representar al secretario general de Naciones Unidas en una conferencia internacional en Turquía y el azar y la mala suerte determinaron que coincidieran los 3 días. No hubo manera, ni aviones, ni conexiones que me permitieran dar un salto y estar con todos ustedes y gozar de lo que ha sido, según he podido escuchar en la presentación de Agnès Piquer, un gran éxito. Un gran éxito que refleja lo que desde el principio siempre quisimos los que tuvimos esta idea inicial de convocar en una pequeña localidad de Menorca, San Luis, el lugar de nacimiento de la abuela de Albert Camus, este mini Davos cultural, esta plataforma de encuentro, de creación, de pensamiento, que año tras año pues va consolidándose. Son los terceros encuentros. Y en cada encuentro lo que se ha demostrado es que era absolutamente actual el legado de Albert Camus. Sigue siendo actual el primer elemento que pusimos sobre la mesa en el debate. Sigue estando actual esa sensación de confusión, de absurdo, de preocupación, de angustia que nos interpela a todos nosotros como ciudadanos del mundo y del Mediterráneo. Sigue estando presente, espero que nunca nos abandone, ese impulso de rebeldía que en el Homme Revolté nos indicaba Albert Camus, una rebeldía constructiva para hacer un mundo mejor. Y cómo no, como se ha demostrado en estas 2 jornadas y medias, en estas casi 3 jornadas que han vivido todos ustedes, esa voluntad, esa necesidad, esa urgencia de que no hay vida sin diálogo. Agnès lo ha explicado de manera excelente, como siempre, de manera poética, de manera sugerente, de manera creativa, de manera afectuosa y fraternal, destacando la participación de cada uno de vosotros y vosotras en este gran debate, en este intercambio humano, fraternal, intenso, durante las 3 jornadas. Y a mí desde la lejanía del Levante me llegaban ecos, me llegaban comentarios, me llegaban sentimientos
Esos sentimientos es lo que da fuerza y da sobre todo voluntad para seguir trabajando de cara al futuro. Siempre es difícil empezar una iniciativa. Lo digo ya desde mi experiencia político y diplomática. Las primeras probades, bueno, no muchos creyeron en ellas. Solo algunos pocos, a los que quiero agradecer, lógicamente, a las alcaldesas de San Luis, lógicamente al Consell de Menorca, lógicamente al Gobierno Balear y a varios sponsors que desde el principio, desde el primer momento, apostaron por este mini Davos cultural, como así lo denominé, para atraer la atención mediática y sobre todo la opinión pública española, europea, mediterránea y mundial. Y como decía, las primeras jornadas, en la primera edición, fue un gran éxito, una sorpresa. Nadie se lo esperaba. Luego llegaron los momentos complicados, convencer de nuevo a los distintos actores para convocar a las segundas jornadas. Siempre la segunda edición es un poco el test más difícil, porque es el que demuestra si tenemos capacidad de recepción, tenemos capacidad de existir y de conseguir el apoyo de toda la sociedad y, por lo tanto, merece la pena el esfuerzo que todos y cada uno de nosotros hacemos para que esto termine de manera exitosa. Y ya este año, su tercera edición demuestra que el proyecto está a velocidad de crucero, que ya navega por sí solo, que ya es una referencia obligatoria, una referencia indispensable en lo que es la búsqueda del pensamiento crítico, creativo del mundo y del Mediterráneo. Ya no se puede ignorar lo que son los debates, el intercambio y las propuestas que surgen en Menorca, en San Luis, en estas ciudades mediterráneas Albert Camus. Es algo que cada sociedad nos exige para ir dando y inspirándonos en cuál debe ser nuestra guía de conducta, nuestra manera de trabajar de cara al futuro. Pues bien, éxito. Felicitaciones por este debate, por demostrar, como se ha demostrado, de que no hay vida sin diálogo. Pero, queridos amigas y amigos, el diálogo es indispensable. En el catálogo que me imagino que distribuyeron los organizadores, me pidieron una pequeña contribución escrita de lo que yo esperaba o lo que yo quería que pudiese contribuir estas terceras jornadas de debates Albert mediterráneas. Y al final de mi texto, a pesar de lógicamente de elogiar, ¿cómo no voy a elogiar como diplomático el diálogo? Es la condición sine qua non, es lo que da vida a la función política y diplomática, el intercambio de palabras, el convencimiento, como decía bien Agnès Piquer, la persuasión y el convencimiento hacia el otro. Pero decía en mi texto que no me es suficiente. A Miguel Ángel Moratinos no es suficiente el diálogo. No, queridas amigas y amigos. El diálogo es la condición sine qua non. Pero para mí, digo con toda sinceridad y con todo sentimiento profundo, sería un medio fracaso. Y después de estas casi 3 jornadas de debate, de intercambio, de escucha, de entender al otro, algunos de nosotros volviésemos a nuestras casas, a nuestras pequeñas rincones, a nuestros jardines personales y siguiésemos repitiendo y comportándonos y actuando de la misma manera. No, queridos amigas y amigos, tenemos que extraer lecciones de este diálogo, tenemos que incorporarlo
a lo que son la manera de comportarnos, lo que van a ser nuestros futuros compromisos, lo que van a ser nuestras actuaciones, lo que va a ser la voluntad de mejorar, de cambiar, de transformar, de hacer un mundo mejor, como decía bien Albert Camus. Porque tenemos que conjurarnos ante los desafíos y retos de este siglo XXI de enorme complejidad e incertidumbre, que cada vez nos agobia más ante el totalitarismo de la vigilancia, o el totalitarismo político. Y tenemos que precisamente ser capaces de entender a los otros, de extraer conclusiones de lo que han sido estas jornadas, estos 3 días de pensamiento crítico y creativo, y trasladarlo a lo que puede ser nuestro día de mañana. No quiero prolongarme en mi intervención, pero sí quiero proponer algo a los organizadores de las futuras Trobades, la 4ª edición, que probablemente será objeto de debate interno para ver cómo seguimos el legado y el camino dejado y trazado por Albert Camus. Pero reflexionando estos días, teniendo la sensación de no haber podido participar y no haber podido intercambiar yo mismo con los distintos actores que han estado presentes en Menorca, en San Luis, me vino a la cabeza, leyendo precisamente a todos los grandes protagonistas de este año, de estas terceras Trobades mediterráneas, Albert Camus, la tentación de dedicar un tiempo de reflexión, de debate y de intercambio sobre los 2 grandes, digamos, personalidades. Ha habido muchas, desde luego, como las ha señalado Agnès Piquer en estas jornadas, pero digamos que para desarrollar mi idea me refiero a 2 de las que considero que son esenciales en el pensamiento de estos momentos. Lógicamente, el propio Albert Camus, lógicamente, como algunos ya me han escuchado en mis últimas intervenciones cuando me solicitan qué podemos innovar en el pensamiento y en la acción mediterránea, gracias precisamente a las jornadas menorquinas, me ha reforzado que antes de la acción diplomática, política para poner la paz o buscar resolución de conflictos, la primera tarea que tenemos como ciudadanos del Mediterráneo es recuperar el pensamiento del sur, la pensée de Midi. La pensée de Midi, Albert Camus, establecida, desarrollada en su gran novela L'homme révolté, el hombre rebelde. Y la pensée de Midi, que es un cambio absoluto total de lo que desgraciadamente estamos viviendo intelectualmente en el mundo del siglo XXI, incluso en el mundo del siglo XX. Hemos perdido parte de la batalla los mediterráneos, los países del sur, en el mundo del pensamiento. A mí, cuando defiende y propone el pensamiento del sur, lo hace precisamente contraponiendo al idealismo de Hegel, al pensamiento alemán, al pensamiento del norte, al pensamiento utilitarista. No he podido escuchar a Nuccio Ordini, pero me imagino que habrá puesto con brillantez precisamente la necesidad de la cultura y la educación como elementos consustanciales de lo que debe ser el pensamiento todos nosotros. Y nosotros, los ciudadanos del sur, nos hemos resignado intelectualmente a ser objetos, ¿no?, del pensamiento mercantilista, del pensamiento omnipresente, del beneficio inmediato. No hemos sido capaces de movilizarnos en la defensa de ese pensamiento del sur, que tiene que ser reivindicado, que tiene que ser actualizado, que tiene que ser defendido en estos momentos. Y por lo tanto, ese primer pilar, que es el pensamiento del sur, debe
adentrarte en lo que es ahora la complejidad de este siglo XXI. Y ahí inmediatamente, en mi mente, en mis lecturas, al conseguir y lograr convencer al gran filósofo, politólogo, sociólogo francés, Edgar Morin, de aceptar el premio de este año, del año pasado, de las Trovades, que precisamente su gran aportación última, el pensamiento de lo complejo, sería la mejor manera de hacer la complementariedad entre el pensamiento del sur y el pensamiento complejo de Edgar Morin. Sí, el pensamiento complejo que ha desarrollado brillantemente Edgar Morin. No tenemos tiempo ahora para desarrollar el decálogo de los principios fundamentales, pero sí le diría a mi querido amigo Michel Barré que empiece ya a pensar cómo podemos hacer unas jornadas, si no monográficas, pero sí por lo menos interesantes, de cómo combinar las sinergias entre el pensamiento del sur, la pensée du midi, y la pensée complexe, el pensamiento complejo. Esto es lo que quería yo trasladar desde este mundo virtual de la pantalla, que desgraciadamente no me deja sentir y vivir ese humanismo que siempre trasladaba y siempre quería, y era desbordante en la acción y en el compromiso de Albert Camus. Por lo tanto, felicidades, muchísimas gracias. Felicidades, muchísimas gracias, lógicamente, a Sandra Monac, la directora. Felicidades y muchas gracias a Carlos y a todo su equipo, a los traductores. Felicidades a todos ustedes que han participado durante estos días, 2 días y medio. Felicidades, lógicamente, al Ayuntamiento de San Luis, al Ayuntamiento de Mahó, al Consell, al Govern Balear, a los medios informativos, a todos los que aportan y difunden el pensamiento crítico de las Trovades camusianas. Felicidades, yo creo, este pensamiento crítico que nos lleva a todos a pensar que un mundo mejor es posible. No es un mundo ideal, no es un mundo utópico, no, es un mundo en donde la pulsión de vida tiene que ganar la pulsión de muerte, donde Eros tiene que ganar a Thanatos, donde tengamos la capacidad de rebelarnos constructivamente, porque sí, queridos amigos y amigas, nos tenemos que rebelar ante lo que estamos viviendo en estos días, en estos años, y tenemos que tener al mismo tiempo esa esperanza creativa, solidaria y solitaria que mueva al ciudadano del Mediterráneo y del mundo a crear espacios de convivencia y de fraternidad. Muchísimas gracias, que espero el próximo año no fallar, y espero que los astros no se vuelvan a cruzar negativamente y que puedan gozar, como han gozado todos ustedes, de este gran lujo que es dialogar, encontrarse, intercambiar, conocerse en el otro y sobre todo soñar, imaginar un mundo mejor. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, y lo vuelvo a decir, muchísimas gracias a ti por haber soñado y habernos llevado en este camino sin duda, como he dicho, un camino difícil este año, pero en el que hemos resistido y en el que hemos conseguido articular esta edición de 2021, que ahora cerramos, pero que antes, evidentemente, quisiera nuevamente agradecer. Bueno, te despedimos y voy a agradecer a todos aquellos que hacen posible esta edición, evidentemente al Ayuntamiento de San Luis, a su alcaldesa, a Carol, a Débora y al equipo de San Luis que ha estado con nosotros, a Mercedes, a Virginia y a María, a nuestros coorganizadores, al Consell Insular de Menorca, que está aquí también, Miquel María, que desde el principio nos apoya en este proyecto, al Ayuntamiento de Mahó,
a nuestro patrocinador principal, la Fundación de Fomento de Turismo de Menorca, y a nuestros patrocinadores del Gobierno Balear y del Ministerio de Cultura y Deporte de España, y, por supuesto, a nuestros colaboradores, el Instituto Cervantes, la Conselleria de Fons Europeos, Universidad y Cultura y el Instituto de Estudios Baleares, a la Fundación La Caixa, a la Universidad de las Islas Baleares, a la Unión por el Mediterráneo, a lo que ha sido también poder acoger la gala en la Fundación del Teatro Principal de Maó, a los dos hoteles que también han sido nuestros colaboradores, Ebresac y Cristina Bedford, a Aquitania, que también nos ha permitido reconstruir este hogar en esta ciudad que es nuestra familia, y a los medios también que nos apoyan. Como sabéis, todos los años para mí es fundamental que todos los que nos habéis acompañado estos días reconozcáis y veáis quién está detrás de este proyecto, y para mí es con mucho orgullo que voy a hacer llamar a todos aquellos que, como digo, trabajan conmigo a lo largo del año, sobre todo pues el que es mi sombra, mi amigo, mi compañero Carlos Domínguez. A nuestro asesor científico Michel Baguet, a Nerea, diseñadora, a Javier, que se ocupa, mi jefe de prensa, a este año David Baré y Anne Pesquina, que se han ocupado de las relaciones institucionales, a Miriam, que es nuestra community manager, a Jordi Cerdá, que es nuestro web, a David Arquimbao, nuestro fotógrafo, a mi chica de los vídeos, a Ingrid, a Ana, a Clara, por supuesto a nuestros traductores durante el año, que también son mi revisora, Ana, Carlota, Samuel, Isabel, a los traductores que han estado con nosotros estos días, muchísimas gracias, Francis, Federic, Belén, Violeta, Susana, Cristina, a los que han hecho posible nuestra producción, Malder, nuestros dos conductores, Marc, Fanny, nuestra incansable descubrimiento de Tara, Amal, Ana, Atono, Acoustic, Fel, Sonia, Alejandro, Transportes Menorca, nuestros impresores y a todos ustedes. Os esperamos en 2023 bajo el lema Los lugares del mundo. Hasta entonces. Y Sandra Maunac. No hay vida sin diálogo y no hay trobades sin Sandra tampoco. David Arquimbao, grandísimo fotógrafo y amigo. Y Mariona Fernández, por supuesto. Siempre se nos olvida alguien. No sortigueu del recinte sense que us ho indiqui el personal d'organització. Feu cas en tot moment de les indicacions del personal d'organització.
No salgáis del recinto sin que os lo indique el personal de organización. Haced caso en todo momento de las indicaciones del personal de organización.